Avril 1980. Les Andes équatoriennes sont saturées de pluie. Près de la ville d'Ambato, des pluies torrentielles provoquent une crue qui emporte une partie des berges. Mais ce que les eaux mettent au jour n'est pas de la roche. C'est une vision d'horreur pure, les restes de plusieurs fillettes enterrées clandestinement. Le pays plonge instantanément dans la terreur. Les policiers, figés devant la scène, comprennent qu'ils ne cherchent pas un meurtrier isolé, mais une bête qui rôde en silence depuis des années. L'ennemi est invisible et il continue de frapper. L'eau ruisselle en cascade de boue le long des reliefs qui entourent Ambato. Les pluies sont torrentielles, de celles qui emportent les berges et transforment les ravins en torrents déchaînés dans la province de Tungurahua. Les habitants et les secours s'affairent à dégager les routes, préoccupés par les dégâts laissés par les intempéries. Mais ce que la Terre refuse désormais de garder enfoui n'a rien à voir avec une catastrophe naturelle. Au bord d'un cours d'eau ravagé par la crue, un policier s'arrête. Il dirige sa lampe vers la terre fraîchement arrachée par les eaux. Un morceau de tissu coloré dépasse de la boue, accroché à des racines. Il s'approche, pensant d'abord à un vêtement emporté par les inondations. Lorsqu'il tire dessus, la terre s'effondre. Ce qu'il découvre le fait reculer de plusieurs pas. Il s'agit du corps d'une très jeune fille. Avant même que les secours ne puissent organiser son extraction, afin de procéder à son identification, les eaux continuent de creuser la berge. Un deuxième corps apparaît, puis un troisième, puis un quatrième. Les secours s'immobilisent. L'atmosphère bascule instantanément. Ce n'est plus une simple intervention liée aux intempéries. Quelqu'un a volontairement enterré ses enfants. Les inspecteurs d'Ambato sont dépêchés sur place en urgence. À leur arrivée, ils découvrent une scène irréelle. Les techniciens travaillent avec des pelles, puis à main nue, craignant d'endommager les restes enfouis sous les couches de terre. Chaque découverte fait naître une nouvelle question. Qui sont ces enfants? Depuis combien de temps reposent-elles ici? Et surtout, qui les a enterrées? Toutes les victimes sont de très jeunes filles ou de jeunes adolescentes. L'état des corps laisse penser qu'elles ne sont pas mortes au même moment. Certaines reposent là depuis plusieurs mois, d'autres depuis bien plus longtemps. Au fil des heures, les enquêteurs comprennent que ces 4 victimes ne sont probablement qu'une infime partie d'un drame beaucoup plus vaste. Lorsque la nuit tombe sur la cordillère des Andes, le chef de la police contemple la scène en silence. Dans les villages alentours, la peur commence déjà à se propager. Les enquêteurs comprennent qu'ils ne recherchent plus un meurtrier ayant agi dans un accès de folie. Ils traquent un prédateur qui rôde depuis des années sans avoir jamais été arrêté. La panique gagne les villages perchés de la cordillère. Dans cette région pauvre et rurale d'Équateur, les disparitions de jeunes filles n'étaient malheureusement pas exceptionnelles. La plupart du temps, elles étaient attribuées à des fugues, à des départs vers les grandes villes ou encore au réseau de traite des êtres humains qui sévissait déjà dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Mais en avril 1980, la découverte des premiers corps près d'Ambato détruit ces certitudes. Les victimes ne sont pas des adolescentes ayant choisi de partir. Ce sont des enfants assassinés. Les enquêteurs reprennent alors un à un les dossiers de disparition signalés au cours des années précédentes. Très vite, un point commun apparaît. Les victimes sont presque toutes de très jeunes filles, âgées d'environ 8 à 12 ans. Elles disparaissent en plein jour, souvent à proximité des marchés, sur le chemin de l'école ou dans les rues animées des villages. Personne n'a vu leur ravisseur. Personne n'a entendu le moindre appel au secours. Les premiers examens médico-légaux confirment que ces enfants ont été victimes d'homicide. Les enquêteurs comprennent rapidement qu'ils ne sont pas face à un crime isolé, mais à une série de meurtres soigneusement dissimulés. Une question devient alors obsédante. Si 4 corps viennent d'être découverts, combien d'autres victimes restent encore enfouies quelque part dans les montagnes équatoriennes? À mesure que les témoignages affluent, un autre élément attire l'attention des policiers. Des disparitions similaires sont signalées dans plusieurs provinces situées le long de la route panaméricaine. Les victimes présentent toujours le même profil, de très jeunes filles qui semblent s'être volatilisées sans laisser de traces. Les enquêteurs commencent à envisager une hypothèse inquiétante.
Le meurtrier ne vit peut-être pas dans un seul village. Il voyage. Les semaines passent et l'angoisse s'installe durablement. Dans les communautés rurales, les parents n'osent plus laisser leurs enfants sortir seuls. Les écoles recommandent une vigilance permanente et les marchés deviennent des lieux où chacun surveille son voisin. La rumeur enfle. Chaque inconnu est regardé avec méfiance. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Ils échangent des informations avec d'autres régions d'Équateur afin de comparer les dossiers de disparition. Peu à peu, ils comprennent que le phénomène dépasse largement les environs d'Ambato. Les victimes disparaissent dans des villes différentes, mais elles ont tout de même profil. Très jeunes, souvent seules, et elles s'évanouissent en plein jour. Les policiers sollicitent également leurs homologues des pays voisins. Les échanges restent limités, les systèmes de communication entre les services étant encore très rudimentaires à cette époque. Les informations circulent lentement, ce qui complique considérablement les investigations. Une autre certitude commence pourtant à émerger. L'auteur des crimes est probablement un homme capable de se déplacer facilement d'une ville à l'autre sans attirer l'attention. Il emprunte les transports publics, fréquente les marchés et se mêle naturellement à la foule. Il passe inaperçu. Puis, quelques jours seulement après la découverte des premiers corps, un événement va tout faire basculer. Sur un marché d'Ambato, un inconnu tente d'entraîner une fillette avec lui. Cette fois, la mère de l'enfant le voit. Elle se met à crier. Les commerçants accourent. L'homme est rattrapé avant de pouvoir disparaître. Sans le savoir, ils viennent peut-être d'arrêter le prédateur que toute une nation recherche. L'homme arrêté est conduit au poste de police d'Ambato. Au départ, rien ne permet de l'associer avec certitude au meurtre qui terrorise le pays. Il nie toute implication et se présente comme un simple voyageur. Les enquêteurs restent prudents. Ils disposent de peu de preuves matérielles. L'identité de plusieurs victimes demeure inconnue et les moyens scientifiques de l'époque sont très limités. Pendant les premiers interrogatoires, l'homme reste évasif. Son histoire comporte de nombreuses contradictions, mais rien ne permet encore de relier formellement ce suspect au corps découvert quelques jours plus tôt. L'enquête semble de nouveau au point mort. Puis un policier décide d'adopter une autre stratégie. Au lieu d'affronter le suspect, il cherche à gagner sa confiance. Cette approche va produire un résultat totalement inattendu. Peu à peu, le prisonnier commence à parler. D'abord de quelques victimes, puis de dizaines. Avant de faire une déclaration qui glace le sang des enquêteurs. Il affirme avoir tué bien plus d'une centaine de jeunes filles en Équateur, et bien davantage encore en Colombie et au Pérou. Au départ, personne ne le croit, jusqu'au jour où il propose de conduire lui-même la police vers les lieux où reposent ses victimes. Sous haute surveillance, les policiers l'emmènent dans différentes zones isolées des environs d'Ambato. Sans hésiter, il désigne plusieurs emplacements. Les enquêteurs commencent à creuser. Très vite, les premiers restes humains apparaissent, puis d'autres, encore d'autres. Au total, grâce aux indications de Pedro Lopez, les autorités exhumèrent les corps de 53 jeunes filles. À cet instant, les enquêteurs comprennent que les aveux du suspect ne sont pas des affabulations. Ils viennent d'arrêter celui qui sera bientôt surnommé le monstre des Andes. Dans la salle d'interrogatoire d'Ambato, Pedro Alonso Lopez finit par parler. Il ne montre ni émotion ni remords. Sa voix reste calme, presque détachée. Il raconte une enfance marquée par les violences. Né en Colombie, il explique avoir été chassé très jeune du domicile familial, avoir vécu dans la rue et avoir subi de multiples agressions sexuelles durant son enfance. Plus tard, alors qu'il est encore adolescent, il est incarcéré et affirme avoir de nouveau été victime de violences. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi il s'en est pris à autant d'enfants. Ses réponses restent confuses. Selon les moments, il évoque son passé, sa fascination pour les jeunes filles, ou encore le sentiment de pouvoir absolu qu'il éprouvait sur ses victimes. Au fil de ses déclarations, une certitude s'impose. Pedro Lopez ne considère pas ses victimes comme des êtres humains. Il les décrit avec un détachement glaçant, comme de simples objets destinés à satisfaire ses pulsions. Puis viennent les chiffres.
Il affirme avoir assassiné plus de 100 jeunes filles en Équateur, ainsi que de nombreuses autres en Colombie et au Pérou. Au total, il revendique plus de 300 meurtres. Les enquêteurs accueillent d'abord ses aveux avec scepticisme. Mais les 53 corps retrouvés grâce à ces indications prouvent qu'au moins une partie de ces déclarations est bien réelle. L'ampleur exacte de ces crimes ne sera probablement jamais connue. L'affaire provoque une onde de choc dans toute l'Amérique du Sud. La presse lui donne un surnom qui restera gravé dans l'histoire du crime, le monstre des Andes. La colère des familles est immense. Pourtant, la justice équatorienne se heurte aux limites de la loi en vigueur. À cette époque, la peine maximale prévue pour les crimes les plus graves est de 16 années de réclusion. En 1980, Pedro Alonso López est reconnu coupable des meurtres établis par l'enquête équatorienne et condamné à cette peine maximale. Pour les proches des victimes, le verdict est vécu comme une profonde injustice. Comment un homme qui affirme avoir tué des centaines d'enfants peut-il espérer retrouver un jour la liberté? Cette question hantera les familles pendant de longues années. Pedro López passe 14 années dans une prison équatorienne. Après avoir purgé sa peine, il est remis aux autorités colombiennes. Considéré comme extrêmement dangereux, il est interné dans un hôpital psychiatrique. 4 ans plus tard, des experts estiment qu'il ne présente plus de troubles psychiatriques justifiant son maintien en établissement. Il est alors remis en liberté sous caution. La somme exigée est dérisoire, l'équivalent d'environ 70 $ américains. Quelques jours seulement après sa libération, Pedro López disparaît. En 2002, les autorités colombiennes le recherchent de nouveau dans le cadre d'une enquête pour un meurtre présentant des similitudes avec son mode opératoire. Un mandat d'arrêt international est émis et une notice rouge d'Interpol est diffusée. Malgré plusieurs signalements au fil des années, aucun n'a pu être confirmé. Depuis, nul ne sait ce qu'est devenu celui que le monde connaît sous le nom de le monstre des Andes. Est-il mort dans l'anonymat? Vit-il encore sous une fausse identité quelque part en Amérique du Sud? Plus de 40 ans après son arrestation, ces questions demeurent sans réponse. Et pour les familles de ces victimes, une certitude subsiste. Le nombre exact d'enfants assassinés par Pedro Alonso López ne sera probablement jamais connu.